Depuis des mois, la grande plaine réclame au ciel sa part de pluie. Mais les nuages sont longtemps passés sans entendre cette plainte. Sécheresse exceptionnelle, chaleur et poussière. Enfin sont venues si tard cette année-là les pluies qui rendent la vie. C'était en avril. Ici commence l'histoire. Une semaine de pluie et tout a reverdi sur les berges de la rivière Mara. Cette région s'appelle Masai Mara. S'il fallait choisir un seul endroit au monde pour évoquer le temps où notre planète était encore sauvage, ce serait celui-là. Pendant les saisons sèches, si dures soient-elles, le Masai Mara est la seule région où les herbivores aient quelque chance de trouver de l'eau. Ils y sont alors nombreux. Pendant les saisons humides, ils migrent vers la plaine de Serengeti, dont les réserves d'eau et d'herbe se sont reconstituées. Cette année, les temps sont durs pour les carnivores. La sécheresse a dispersé ou tué beaucoup de leurs proies, alors on joue pour oublier sa faim. Ça n'est pas difficile quand on a 8 mois. La mère des jeunes guépards s'appelle Duma, ce qui signifie guépard en swahili. Pendant que ses fils jouent, Duma a repéré une possibilité de repas. Le déjeuner se nomme gazelle de Grant, mais Duma sait que rien n'est acquis. Il lui faudra approcher sans se faire repérer. À moins de 50 mètres de la proie, elle attaquera. Elle accélérera jusqu'à plus de 90 km/h. Mais Duma est une sprinteuse qui s'essouffle si la course dure. Il faut tuer vite ou renoncer à déjeuner. La gazelle s'aperçoit qu'on l'observe. Elle s'avance afin d'identifier le danger. Pour Duma, c'est une occasion à ne pas manquer. Elle déclenche l'attaque. Les enfants de Duma se sont précipités à peine la proie tuée. Leur mère, elle, est épuisée par l'effort. Son cœur lui martèle la poitrine. Le festin commence. Duma reste vigilante. Elle craint que d'autres prédateurs, profitant de son épuisement, ne viennent lui ravir sa proie. Bientôt, d'autres convives viendront à la table des seigneurs pour y glaner des miettes. Les vautours se rassemblent. Ce sont des vautours africains communs, ou gypses. Un marabout s'est joint à eux. Ils attendront le temps qu'il faudra. Pourtant, Duma n'apprécie pas que ces importuns l'empêchent de terminer tranquillement son repas. Ce geste de la patte n'est pas ambigu. Il serait inconvenant et risqué de venir quémander plus près. Les vautours guignent la nourriture qui les attend. Ils apprécieraient que Duma et ses fils ne leur laissent pas que des os à ronger. Ils s'approchent, contemplent comme des mendiants ces riches qui mangent à la meilleure table.
Cette fois, c'en est trop. La famille Guépard fait respecter son droit à dévorer le monde sans être dérangé. Et quand on a 8 mois, cela devient un nouveau jeu. On a déjà le pouvoir. On prend plaisir à le montrer. La journée avance et la faim s'est éteinte. Il est temps de partir. Douma et ses fils ne se retourneront pas vers cette carcasse qu'ils laissent aux clients suivants. Vautour et marabout se disputent chaque bout de gras, de peau ou de tendon. Le bec du vautour africain est pourvu de bords tranchants. Sa tête s'introduit jusque dans les viscères. Sa langue est couverte comme une râpe de petites aspérités qui ramènent vers le gosier les moindres fragments de chair. Le vautour est une véritable machine à nettoyer les carcasses. La technique du marabout est plus fruste. Dominés en nombre et en férocité par les vautours, ils se contentent de rester à l'écart et de chaparder ça et là quelques morceaux de viande. Le marabout est un brigand de second rang. L'égalité des chances n'existe pas chez les vautours. L'un d'eux, le vautour orikou, arrive souvent après les autres. En effet, sa corpulence, c'est le plus grand des vautours d'Afrique, fait dépendre son vol des courants thermiques. Le vautour orikou est un avion mal profilé. Et pourtant, dès qu'apparaît sa tête rose et chauve, les vautours communs disent adieu à la tranquillité. Le vautour orikou leur impose sa domination. Il mangera seul, tenant ses vassaux à l'écart. Seul, ou presque, car sa femelle ne tarde jamais à le rejoindre. Le vautour orikou est le seul dont le bec soit assez puissant pour entailler le cuir d'une carcasse que d'autres carnassiers n'auraient pas déjà ouverte. Il est l'un des anges noirs du ciel africain. L'instinct des vautours leur dit qu'ils doivent profiter de leur repas avant que d'autres, qui ne peuvent voler, arrivent sur les lieux. C'est pourquoi ils sont capables, en quelques minutes, d'absorber 1,5 kg de nourriture. La hyène, par exemple, est toujours prompte à leur disputer les carcasses. Même si, contrairement à ce que l'on croit, elle préfère chasser, la hyène ne dédaigne pas par les temps qui courent une si belle charogne. Éloignée de sa troupe, celle-ci, une hyène tachetée, se montre lâche et poltronne, en somme conforme à l'image qu'on se fait d'elle. Nous verrons plus tard qu'elle n'adopte pas toujours ce profil. Non loin de là, un éléphanteau de 8 mois poursuit son apprentissage de la savane. Il voudrait dépasser sa mère. Elle saura lui faire comprendre qu'on ne doit pas aller plus vite que la musique. C'est décidé, nous l'appellerons Araka, qui veut dire plus vite. L'éléphante se nommera Temba. Le groupe auquel appartiennent Temba et son bébé est constitué de femelles et de jeunes éléphants. La plus vieille éléphante le dirige. Les mâles vivent de leur côté, regroupés ou solitaires. Pour les éléphants du groupe, cette herbe qui a poussé en quelques jours est une invitation au bonheur. Le soleil est toujours là, sauf pendant les 2 ou 3 heures que durent les pluies chaque jour. Il
faut s'en protéger comme des parasites, par des douches de poussière ou des bains de boue qui cuirassent la peau. Le souvenir qu'il en a est presque aussi vieux que lui. Alors tant de volupté et de lumière jointe à la fraîcheur des herbes font de ce jour le plus beau de sa vie. Un véritable jour d'ivresse. Araka n'est pas le seul jeune de la troupe. D'autres, pourtant encore allaités par leur mère, exercent leur trompe pour le jour où il leur faudra à leur tour manger de l'herbe. Le moment est venu pour une partie de cache-cache entre frères et cousins. Existe-t-il de meilleures cachettes quand on est un éléphant que derrière un arbre ? Il ne manque plus au bonheur d'Araka qu'un peu de lait. Ce riche lait d'éléphant qui aide à grandir de futurs rois de 5 tonnes. C'est l'heure de la tétée. Mais l'éléphante est rétive. Elle repousse le bébé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Araka comprend enfin son erreur. Il s'est trompé de maman. Ses oreilles plaquées contre le corps et ce dos courbé sont une attitude de soumission. Et il retourne vers Temba, sa vraie maman. Sur son chemin, la troupe des éléphants croisera peut-être ce drôle d'oiseau monté sur ressort. La veuve de Jackson. Il fait des bonds de plus de 60 cm. C'est le temps des amours. Il s'agit à la fois de parader et d'aplanir les herbes, là où sera bâti le nid. Voici Simba la lionne. Elle fait partie d'un clan dont Temba, Araka et les autres éléphants doivent traverser le territoire. Normalement, la traversée, voire la coexistence, se fait sans heurts.
Un jeune éléphant de 3 ou 4 ans a décidé de se mesurer au lion. Il se livre à une démonstration de force. Simba la lionne est blessée. Sa dernière chasse a mal tourné. Un buffle d'un coup de sabot lui a cassé la patte. Nul ne peut dire si sa blessure, qui désormais l'empêchera de chasser, lui sera fatale. Simba la lionne souffre et cherche, parfois en vain, le réconfort de ses parentes. Dans un groupe de lions, presque toutes les lionnes sont apparentées, et le lien qui les unit entre elles est le plus fort. Une autre lionne a eu la peau de la queue arrachée dans une querelle avec un mâle. La blessure n'est pas bien grave. Dans quelques jours, si aucune infection ne vient s'y glisser, elle sera cicatrisée. Ces lionnes blessées, recrues de fatigue et brisées par la faim, ressemblent à des vétérans couverts de cicatrices qui reviennent d'une guerre perdue. Elle, c'est à la chasse, qui est pourtant plus que celle des lions leur affaire, qu'elles ont échoué et perdu leur grade. Chacune d'elles allait plusieurs bébés. Il leur faut donc reprendre des forces et revenir tout orgueil ravalé vers la carcasse d'un buffle tué la veille et déjà entamé. Quelque part dans les collines, une mère et une fille se reposent. Marie, la mère, est un rhinocéros noir d'environ 25 ans. Sa fille, Eronco, qui a 2 ans, gémit près d'elle. Marie reste indifférente aux appels qui lui sont lancés. Marie prend le chemin du point d'eau. Elle s'abreuve. Puis elle se baignera, ignorant toujours les pleurs d'Eronco. Eronco abandonne la partie. Depuis quelques jours, sa mère est insondable, fuyante, irascible. Elle se contente de venir près de sa mère, profiter de la fraîcheur de l'eau.
Elle ignore qu'en son flanc, Marie ressent une sensation mystérieuse qui la distrait de tout et qui s'appelle la vie. Que la carcasse de buffle soit peut-être déjà faisandée n'empêche guère les lionceaux de faire ripaille. Leurs mères leur ont fait connaître la chasse quand ils avaient 2 mois. Ils ont découvert plus tard le goût du sang. À 8 mois, ils ont été sevrés. À 1 an et demi, ils seront capables de pourvoir à leurs propres besoins. Autour de la carcasse, ils évitent d'empiéter sur la part des lions. Ceux-ci, bien que les proies soient généralement tuées par les lionnes, ont la priorité. Et ils pourraient, d'un coup de patte, tuer un lionceau dont les crocs s'aventureraient trop loin. Certains lionceaux plus jeunes et préférant le lait à la viande appellent leur mère par ce cri caractéristique ou trouvent plaisant, pendant que leurs aînés mangent, de marcher sur les assiettes. On a calculé qu'un lion doit copuler 3000 fois en moyenne pour donner naissance à un lionceau qui survivra à sa première année. Le lion repère d'abord une femelle réceptive. Il l'accompagne. Au début, la lionne marivaude. Elle fait mine d'éconduire le prétendant, elle change de chemin. Il la suit. Elle accepte enfin ses avances en frottant sa tête contre la sienne, mais aussitôt soufflant le chaud et le froid, le rabroue. Enfin, l'accouplement se produit. Il est accompagné de puissants ronronnements. Quand tout est fini, la lionne se retourne vers le mâle et lui montre par une démonstration rituelle d'agressivité son dépit d'avoir été séduite. La femelle n'a cependant d'autre choix que de laisser le lion prendre les initiatives nécessaires à la reproduction. Le jeu n'est pas le propre de l'homme. C'est aussi en jouant que les lionceaux, par exemple, apprendront à s'aguerrir. On joue à mesurer sa force. On s'exerce à l'équilibre.
One day's gonna be the one bound along On découvre le sens de la fraternité. Et on apprend la botanique. Well, bitch, blue, whatever the weather, come rain or shine. What I see in your eyes could scare a snowy day. But I know cloudy skies can fade away or depend on the weather. C'est l'heure de la tétée. Mais il faut d'abord bien poliment frotter sa tête contre celle de maman. Ce geste, on pourrait dire cette cérémonie, est l'un des modes de communication les plus importants pour les lions. Une manière de reconnaître sa dépendance ou de s'admettre l'un l'autre comme membres du même clan. Simba la lionne souffre de sa blessure, mais elle endure avec vaillance la violence involontaire des lionceaux qui torturent sa mamelle. Mère courage. La grande plaine de Masai Mara est peuplée de nombreuses espèces d'antilopes. Le damalisque est l'une des antilopes les plus caractéristiques du Masai Mara. Un groupe de damalisques est constitué d'un harem de quelques jeunes mâles et d'un chef de troupeau. En cette saison, celui-ci doit essuyer les défis rituels de quelques arrogants qu'il convient de remettre à leur place. Le mâle dominant pratique cet exercice de style avec un certain panache. Un premier combattant se présente. L'adversaire est plus coriace que prévu. Il met le héros en difficulté. Il lui faut se reprendre. Voilà qui est fait. « 1.0 » Deuxième défi. La victoire était trop facile.
Les adversaires sérieux viennent à manquer. Cette fois, l'ennemi arrive en traître. Dans un instant, brutalement, le pouvoir va changer de camp et la parade du nouveau roi se terminera par les signes de la souveraineté, la queue relevée et le pas cadencé. Non loin de ces joutes s'est rassemblé un troupeau de buffles, à moitié décimés par la sécheresse. Parmi eux, un animal à bout de souffle n'a survécu que pour voir pousser en quelques jours une herbe à laquelle il n'a même plus la force de toucher. Le drame qui va se nouer met en scène le buffle, le clan des hyènes et des visiteurs qu'on n'attendait pas. Les hyènes se regroupent, elles se déploient en éventail selon une tactique éprouvée. Terrible face à face du prédateur et d'une proie qui a déjà renoncé à toute volonté de vivre. La hyène tachetée que nous avons vue en d'autres circonstances, si couarde dans le rôle du charognard de service, s'est changée en chasseresse. Elle dirige la manœuvre et déclenche l'attaque. C'est ainsi souvent que les hyènes s'en prennent à leur proie, à coups de crocs dans les flancs et le bas-ventre. Ici, tandis qu'arrive l'un de nos visiteurs inattendus, le buffle accueillera sa propre faim comme une délivrance. L'excitation de la meute est à son comble. Ce qui va suivre est une scène exceptionnelle. Les hyènes et les lions se haïssent. En effet, les premières ne dédaignent pas de dévorer des lionceaux nouveau-nés. Mais les lions ont souffert du manque de proie et ne refuseraient pas un morceau de ce buffle, fraîchement tué. Les hyènes sont très supérieures en nombre. Les lions s'approchent avec prudence et presque imperceptiblement. Quelques hyènes ont compris qu'une situation explosive vient de se créer. Leur ennemi héréditaire continue sa progression.
et c'est ici que se produit l'incroyable. Nécessité faisant loi, hyène et lion partageront le même repas. La force des premières, numérique, et celle des seconds, physique, se neutralisent. Une frontière immatérielle passe au milieu de la carcasse. Les lions sont attablés d'un côté et les hyènes de l'autre. Mais attention, au-delà de cette ligne de partage, la sécurité des consommateurs n'est plus assurée. Marie, le rhinocéros noir, a chassé Ronco, sa fille de 2 ans qui devra désormais vivre indépendante. Marie a donné naissance à un bébé, aujourd'hui âgé de 10 jours seulement. Le bébé de Marie passera les 2 premiers mois de sa vie dans des buissons épais, où il sera plus facile à sa mère de le protéger des prédateurs. Pourtant, bébé rhino qui se noie dans les hautes herbes n'a pas encore de cornes. Hyènes et lions ont quitté la carcasse. Les équipes de nettoyage de la savane se mettent en action. L'énergie qui restait à un buffle malade et affaibli a été recyclée au profit de ses prédateurs. Charognards, mouches et insectes rendront à la nature une carcasse propre comme un rayon de lune. Les enfants de Douma ont à présent 9 mois. Il est temps pour la guéparde de leur enseigner la chasse. Douma se met à l'affût des proies qui serviront pour la démonstration. Cette gazelle de Thompson, un peu effarouchée, fera l'affaire.
Première leçon. Comment maintenir sa visibilité dans les hautes herbes. Suite des travaux pratiques. Les deux jeunes guépards se prennent au jeu. Ils seront bientôt prêts. Le grand moment est arrivé. Tout est en place pour le scénario immémorial de cette tragédie qui se joue 1000 fois par jour dans la savane. La victime, une gazelle de Thomson adulte, se prépare à jouer le rôle auquel la nature l'a destinée. Aujourd'hui, Douma chassera avec ses enfants. La nature nous offre ici un raccourci saisissant. À quelques centaines de mètres de là, une naissance se prépare. La vie et la mort, comme au théâtre, en un seul lieu, en un seul temps. Le bébé qui vient de naître est un impala, l'une des gazelles les plus répandues au Masai Mara. Il ne dispose que de quelques instants pour découvrir le monde, apprendre l'équilibre et trouver le chemin de la mamelle.
spectacle rare. Une lionne appartenant au clan de Simba explore l'arbre sur lequel elle s'est juchée. S'est-elle prise un instant pour une panthère que n'effraierait pas ce genre d'acrobatie? Des mères ardentes et des bébés fragiles, de la tendresse et de la férocité, des animaux en liberté qui ne dépendent que les uns des autres. C'était en avril, au temps des premières herbes, quelque part en Afrique, avant la fin d'un siècle. Une journée s'achève. Dans le Masai Mara, vivre est à la fois un art et une technique. On y éprouve dans toute sa rigueur la dureté du sort. Vivre en péril permanent. Mais du moins, vivre. Encore.